la présentation. Donc, je me présente, Nathan Pinchot, candidat au doctorat en informatique ici au département d'informatique, sous la direction de Pierre-Marc Jaudoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de segmentation d'images cardiaques par apprentissage profond, qui est le projet de recherche que j'ai mené à la fin de mon baccalauréat et au cours du début de ma maîtrise. Donc, pour commencer, pour ceux qui seraient moins familiers avec à la fois le contexte de la problématique sur laquelle je travaille et des techniques utilisées, bien, je vais faire une brève introduction à la vision par ordinateur et au réseau de neurones artificiels. Par la suite, je vais présenter la problématique plus précise un peu à laquelle je m'attaque, qui est l'imagerie cardiaque et spécifiquement la segmentation cardiaque automatique. Suite à ça, bien, je vais décortiquer en quelques points clés l'approche que nous, on a proposée dans 2 articles qu'on a publiés au cours des dernières années. Et je vais finir en ouvrant un peu sur les travaux futurs sur lesquels je vais travailler durant mon doctorat, qui découlent directement des travaux que je vais présenter aujourd'hui. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la vision par ordinateur? Eh bien, généralement, quand on parle de vision par ordinateur, on parle de tâches d'analyse et d'interprétation du contenu d'image. Pour nous, pour des humains, c'est tout à fait naturel de faire ce genre de travail-là, d'identifier le contenu d'image. Mais quand on y pense, c'est des problèmes qui sont loin d'être triviaux et qui nécessitent beaucoup d'analyse poussée. Donc, on voit ici, qu'est-ce que je veux dire par analyse d'image? Eh bien, on voit des exemples ici d'une image, on voit un motocycliste. Donc, un problème qu'on peut considérer, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Donc là, on voit ici un identifiant qui détecte qu'il y a une personne et une moto, ainsi qui donne une idée de sa position. Et il y a un autre exemple de tâche, peut être un problème de segmentation. On veut vraiment identifier au pixel près quel est le contenu des images. Le même, on peut voir, la vision par ordinateur s'applique aussi au domaine de l'imagerie médicale, où là, on a des tâches possiblement différentes. Comme ici, on voit la même tâche que je viens de mentionner, qui est la segmentation dans le cadre cardiaque. On essaie d'identifier des structures anatomiques. Il y a toutes sortes de problèmes, comme on peut penser ici à de la tractographie qui essaye de suivre la structure des fibres nerveuses dans le cerveau. Et la classification, comme ici, on voyait, bien, c'est des images de poumons dans lesquelles on essaie d'identifier la présence ou non de COVID-19. Donc, au cours des dernières années, les problèmes en vision par ordinateur ont vraiment connu une explosion de popularité, due en partie à l'émergence de techniques basées sur les réseaux de neurones artificiels qui, depuis 2012, ont connu des succès assez extrêmes dans le domaine de l'analyse d'images. Donc, pour ceux qui seraient moins familiers, qu'est-ce qu'un réseau de neurones artificiels? Eh bien, c'est une façon de le résumer, c'est une séquence de transformation non linéaire qui essaye d'estimer une fonction mathématique quelconque. Donc, si on regarde ici un exemple, ça peut être, on voit qu'on a des entrées dans un domaine qui est en 2 dimensions. Donc, on a une valeur de x dans une dimension 0, une valeur de x dans une dimension 1, et on essaye de prédire avec ça une valeur unique qui serait un y. Et on voit que l'idée de réseau de neurones, l'analogie qui est faite avec le cerveau, c'est dans l'idée qu'on a des unités computationnelles qui sont reliées, qui sont connectées les unes avec les autres et qui interagissent et qui effectuent des opérations sur les entrées qu'ils reçoivent avant de produire une sortie. Donc, on peut regarder une formulation matricielle d'un réseau de neurones, et bien généralement, c'est que ça correspond à une suite de produits matriciels. Comme on voit ici, on prend l'entrée, on le multiplie avec ce qu'on appelle un peu les paramètres qui représentent des poids qu'on va appliquer, aux valeurs des entrées pour produire ce qui va être l'entrée de la prochaine couche de neurones. Et après ça, eh bien, chaque neurone applique une fonction non linéaire avant de propager ça à la couche suivante.
quand je parle beaucoup j'ai mentionné à plusieurs reprises le terme non linéaire, c'est que c'est très important parce que si on n'avait pas de fonctions non linéaires qui sont représentées ici par le symbole sigma, eh bien, on pourrait résumer l'entièreté d'un réseau de neurones, on pourrait compresser son information juste en effectuant on va dire en synthétisant la suite d'opérations de produits matriciels. Et c'est vraiment l'idée en appliquant des opérations non linéaires, qu'on donne un pouvoir de représentation de fonctions très complexes à des réseaux de neurones. Donc, moi, comme j'ai présenté ici, on utilise la fonction sigmoïde, dont on voit l'équation ici, mais il y a toutes sortes de fonctions qui sont relativement similaires, mais qui peuvent avoir des propriétés un peu différentes, tant qu'elles sont non linéaires et qui sont utilisées communément dans le domaine. Un autre aspect qui est très important quand on parle de réseaux de neurones, eh bien, c'est ce qu'on mentionne souvent, le côté qu'il faut entraîner les réseaux de neurones. On part, quand j'ai mentionné un peu précédemment l'idée de paramètres, c'est qu'au départ, on a les paramètres qui représentent un peu les interactions entre chaque neurone ont des valeurs, mais qui, si on essaie de faire, justement, de propager l'information avec la suite de produits matriciels comme j'ai présenté, on n'aura pas de résultat qui est intéressant. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye d'entraîner ces poids-là pour qu'ils viennent à estimer une fonction particulière qui est d'intérêt pour nous. Et comment on entraîne? Eh bien, généralement, bon, là je vais me permettre une simplification, mais généralement, c'est qu'on dispose de bases de données dans lesquelles on a des entrées définies, des paires d'entrées et de sorties qui correspondent aux résultats qu'on voudrait être capable d'obtenir avec les entrées qu'on a passées au réseau. Donc, l'idée, c'est qu'on vient à faire une prédiction, donc on lance les calculs du réseau de neurones et lorsqu'on obtient notre prédiction, on la compare au résultat auquel on se serait attendu avec ce qu'on appelle une fonction de coût qui représente en quelque sorte, comme mentionné ici, un écart, qui est une mesure de l'écart entre notre prédiction et la valeur attendue. Et l'idée, un autre aspect des réseaux de neurones, c'est que toutes les opérations dans des réseaux de neurones sont dérivables. Donc, suite à ça, une fois qu'on a une mesure de l'écart, eh bien, par le principe de la dérivation en chaîne, on est capable de venir à estimer comment est-ce qu'on devrait adapter chaque poids du réseau pour obtenir un meilleur résultat par la suite, disons, dans une deuxième phase de prédiction. Et tranquillement, c'est ça qu'on fait. On passe sur des bases de données massives qui peuvent avoir des centaines, des milliers, voire des millions de paires d'entrées-sorties, et on vient à progressivement calculer les dérivés, modifier graduellement les poids du réseau pour obtenir petit à petit des prédictions qui sont toujours meilleures. Et finalement, jusqu'à ce qu'on dit que l'entraînement converge, c'est quand on a un réseau de neurones qui représente une estimation suffisamment précise de la fonction mathématique qu'on voulait estimer au départ. Bon, tout ça peut avoir l'air bien abstrait, mais si on regarde qu'est-ce que ça veut dire un peu concrètement avec un exemple qui est simple, eh bien, si on regarde, on aurait en entrée ici en haut à gauche une représentation, on voit qu'on a deux croissants qui sont de couleur rouge ou bleu, et ce qu'on veut être capable de faire, c'est en passant un point à un réseau de neurones, c'est déterminer s'il fait partie des points rouges ou des points bleus. Ça ne peut pas se faire facilement par une fonction qui serait linéaire, parce que si on essaye de dessiner une seule droite qui passerait, qui séparait les deux, on voit que c'est impossible. Donc, on vient à passer ça en entrant un réseau de neurones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, bon, il va y avoir une première couche qui effectue une projection des données dans un espace, et qu'on voit quand on revient à un espace 2D, mais qui est suite à deux transformations non linéaires, eh bien, on voit qu'on a un espace dans lequel maintenant on est capable de séparer linéairement nos deux ensembles de données. Et à la fin, bien, on voit que là, la sortie du réseau de neurones, simplement en déterminant la donnée, elle se situe de quel côté de l'équation qui représente la droite, est capable de nous donner
la réponse à la réponse à la question de si la donnée fait partie des points rouges ou des points bleus. Donc, comme j'ai présenté ici, on a vu, c'est un réseau très simple avec une architecture qui a quelques paramètres seulement. Pour des données plus complexes, comme des données qui sont des images qu'on peut s'imaginer, bien là, une image, c'est représenté par ces pixels. Donc, c'est des données qui ont des millions de valeurs en entrée. Eh bien, là, il y a toutes sortes de types de réseaux de neurones. Je ne m'attarderai pas dans les détails, ça serait l'objet d'un cours complet sur la matière. Mais un modèle qui est très populaire, qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones à convolution, qui ont une approche un peu plus structurée, qui vont regarder des sections de l'image et qui viennent, et c'est ça qui a un peu amené c'est les réseaux de neurones à convolution qui ont amené à la révolution des réseaux de neurones il y a quelques années. Donc, si je reviens un peu plus du côté de la problématique sur laquelle moi j'essaye de m'attaquer, eh bien, c'est au niveau de l'imagerie cardiaque. Donc, en imagerie cardiaque, il y a ce qu'on appelle des modalités, donc deux façons d'obtenir des images du cœur qui sont très utilisées. Il y en a une, c'est l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, et l'autre qui est l'échocardiographie ultrason, qui est aussi utilisée pour obtenir des fois des vues du cœur d'une autre façon. Donc, on voit ici qu'on a une image à gauche d'IRM avec une identification, ce qu'on appelle justement la segmentation. On voit qu'on a identifié des structures anatomiques. Donc, on a la paroi du cœur, le myocarde, on a le ventricule, et on a l'équivalent pour l'échocardiographie. Ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir deux points de vue différents sur le cœur donne deux visions très différentes à quoi un cœur de ce qu'un cœur devrait avoir l'air. Donc, nous, l'idée, le but en imagerie cardiaque, c'est justement de sortir à partir de l'information des images en entrée, ce que j'ai montré, qui est les segmentations, pour évaluer ce qu'on appelle la fonction cardiaque. L'idée qu'on voit ici, c'est que ça provient, c'est le cœur d'un même patient, qui est pris à deux instants différents de ce qu'on appelle le cycle cardiaque, ce qui est à dire comme les phases de contraction et de relaxation du cœur. Donc, nous, l'idée, en étant capable d'identifier les structures anatomiques cardiaques à deux instants, bien, on est capable d'avoir une idée, comme ici, on peut voir qu'on voit le ventricule gauche qui a un certain volume, ici, encore en bleu, le ventricule gauche qui a un autre volume. On est capable, grâce à ça, d'avoir une idée de est-ce que le cœur présente des signes de pathologie. Donc, nous, c'est ça, l'idée de développer des outils automatiques pour effectuer ce travail-là. C'est de venir un peu accélérer le travail parce que jusqu'à maintenant, c'est les médecins qui font manuellement le travail de prendre des images et d'identifier les structures, mais c'est un travail qui peut être très long à faire. Donc, nous, d'automatiser le processus, ça peut donner des informations qui sont pour le moment coûteuses à obtenir et bien les obtenir de façon les rendre plus accessibles pour possiblement aider au diagnostic de maladie. Donc, actuellement, à quoi ressemble l'état de l'art dans le domaine? Eh bien, dans la majorité des cas, l'état de l'art est très efficace pour identifier les structures qu'on voit ici dans cette figure-là. Mais, dans certains cas, il fait des erreurs très grossières, comme on peut voir des exemples ici de... Ça, c'est l'idée, le ground truth, c'est ce qu'on s'attend de voir comme analyse de l'image. Donc, on peut voir, ça correspond... Visuellement, ça a l'air de bien correspondre à l'IRM en entrée, mais ce qu'on voit, c'est que le résultat de la prédiction du réseau de neurones, ça comporte plein de trous, il manque des zones, le cœur est comme... La paroi du cœur n'est même pas fermée. Donc, le fait que dans un pourcentage des cas qu'on obtient des résultats comme ça, eh bien, ça fait que les médecins n'ont pas encore confiance à utiliser les méthodes de segmentation automatique qui sont toutes des réseaux de neurones à convolution comme j'ai présenté un peu plus tôt. Donc, pour le moment, on a des réseaux qui, dans la majorité des cas, performent bien, mais qui ne sont pas encore utilisés dans le milieu clinique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de venir à développer, de corriger ces lacunes-là pour que les médecins aient finalement confiance dans les outils de segmentation automatique.
Donc, excuse-moi, Nathan, oui, j'ai une question, j'en profite là. parfait. Donc, si j'ai bien compris, donc vous avez des bases de données d'images segmentées manuellement Oui, par des experts. Puis là, donc votre objectif, c'est la segmentation automatique. oui, Est-ce c'est qu'il ça. existe des méthodes semi-automatiques? Est-ce que les objectifs de ces méthodes-là sont différentes Ben, des les méthodes? méthodes semi-automatiques, il y avait le même objectif de venir offrir des segmentations du cœur. Ça pourrait être que, comme on va dire, peut-être quelqu'un dessinait dans un logiciel grossièrement les contours du cœur et peut-être eux, ils venaient à corriger les choses. Mais honnêtement, les méthodes de segmentation automatique sont tellement performantes qu'ils ont, au cours des dernières années, ils ont balayé les méthodes semi-automatiques. Les méthodes semi-automatiques, si on regarde les indices communément utilisés qui sont, qui sont les indices de Dice et de distance d'Hausdorff qui permettent un peu d'offrir une comparaison objective des prédictions versus les résultats attendus, eh bien, on voit que les méthodes semi-automatiques ne font pas le poids. Ils ont des résultats qui sont systématiquement inférieurs. D'accord, merci. Bien, merci de la question. Donc, si j'en viens un peu, là, j'ai expliqué le contexte, le contexte dans lequel nous, on effectue nos recherches. Nous, ce qu'on a effectué à dire, c'est que, bon, il y a beaucoup de travaux actuellement qui se font dans l'idée de présenter des nouvelles méthodes de segmentation, comme on modifie des modèles de réseaux de neurones et tout ça. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est que non, on va utiliser les méthodes de segmentation existantes, mais on va essayer d'offrir un modèle pour post-traiter les résultats qu'on détecte qui tombent dans comme les cas un peu dégénérés comme on voyait à la figure précédente, et nous, c'est ça, on va essayer de les post-traiter pour les corriger et les ramener vers des cas qui seraient plus crédibles pour les médecins. Donc ça se fait essentiellement notre approche se décompose en deux grandes phases, qu'il y en a une qui est avant même de traiter une image, d'effectuer le post-traitement comme tel, c'est d'entraîner un réseau de neurones pour apprendre c'est quoi une forme cardiaque qu'on va considérer qui est crédible, à quoi ça correspond. Donc, apprendre une distribution des différentes morphologies cardiaques. Et suite à ça, là, on entre dans une deuxième phase qui est le traitement des images. Premièrement, on va utiliser des méthodes de segmentation, mais suite à ça, on va déterminer, le point 2 ici, on va déterminer quelles segmentations seraient incohérentes selon les médecins et on va essayer de les corriger, de les ramener vers quelque chose qui est plus crédible. Donc, pour ce faire, on a au préalable défini manuellement plusieurs critères en collaboration avec un clinicien qui nous a dit, bon, qui est très au courant de l'état de l'art en segmentation cardiaque, qui a regardé l'image et qui a dit, bon, OK, on voit que généralement, quand les méthodes de segmentation automatique se trompent, il y a ce genre d'erreurs-là qui apparaissent. Donc, on a défini, par exemple, des trous à l'intérieur de régions, des trous entre différentes régions, la présence de concavité, parce que le cœur, généralement, c'est supposé être des formes assez convexes. Il y a des problèmes où on a des régions qui devraient se toucher, comme l'arrière-plan qui devrait, par exemple, pas toucher à la cavité à l'intérieur du cœur, qui dans certaines images le fait. Donc, on a défini différentes méthodes à travers du code, juste là, c'est du code standard Python d'analyse d'images traditionnelles pour juste détecter la présence de ces erreurs-là dans les images. Suite à ça, on a voulu justement apprendre à quoi correspond qu'est-ce qu'une forme cardiaque. Donc, on a utilisé des modèles de réseaux de neurones qui sont les modèles auto-encodeurs. Donc, qu'est-ce qu'un auto-encodeur? Eh bien, c'est un modèle qui, quand on l'entraîne, j'avais présenté un peu plus haut l'idée d'entraîner avec une entrée, une sortie. Eh bien, tout ce qu'on essaye de faire avec ce modèle-là, c'est de reconstruire ce qu'on reçoit en entrée. Évidemment, on peut se dire, bon, ben, à quoi ça sert de juste reconstruire ce qu'on connaît déjà? Eh bien, ce n'est pas vraiment la sortie qui nous intéresse, la reconstruction, tant qu'une représentation intermédiaire qu'on a vraiment compressée, et qui commence à avoir des propriétés mathématiques intéressantes. Comme on peut regarder ici, c'est un exemple avec la base de données MNIST qui représente des chiffres écrits à la main.
Donc, les images en entrée, c'est des images de 32 par 32, ce qui représente plusieurs, si je fais le calcul mentalement, c'est plusieurs centaines, voire quelques milliers de pixels. Eh bien, on va les encoder dans un espace uniquement à 2 dimensions. Donc, on vient, ce qui est ici, la compressed representation, c'est un espace à 2 dimensions qui est affiché ici. Donc, on voit que, et dans chaque point en couleur ici correspond à comme un des chiffres de 0 à 9. Donc, on voit qu'il y a vraiment, l'espace mathématique nous offre des propriétés intéressantes. On voit que les différents chiffres sont encodés dans différentes sections de l'espace. Et ce qu'on voit à droite ici, c'est le fait de se promener d'une région à l'autre. Donc, on peut imaginer, c'est comme on essayait de prendre un point ici, et là, on va le passer dans le côté décodeur pour reconstruire le point. Eh bien, on peut voir que là, on partait d'une région, peut-être on aurait un 7 ici, tranquillement en se promenant. Eh bien, là, on vient obtenir un 1. Et on voit que la transformation, bon, c'est pas parfait, mais il y a une idée de continuité. C'est une transformation graduelle. C'est pas on a un 7 et après un moment, le prochain point, on obtient vraiment ce qui est très clairement défini comme un 1. Et on voit le même chose. Si on se propage dans une autre direction, eh bien là, on passe d'un 7, on obtient un 9 qui tranquillement se transforme en 0. Donc, nous, ce qu'on a visé à faire, c'est la même chose, d'avoir une représentation compressée. C'est juste que là, ce qu'on essaie de représenter, ce qu'on veut reconstituer, c'est carrément la morphologie cardiaque. Donc, on a tout un modèle de réseau de neurones qui apprend la représentation compressée que nous, on n'a pas. Bon, parce que toute une morphologie cardiaque, on veut plus de détails et c'est plus complexe que simplement représenter un chiffre. Eh bien là, on n'a pas pu avoir juste 2 dimensions qui seraient facilement interprétables. Il a fallu qu'on ait un espace ici à 32 dimensions plus grand, mais c'est essentiellement ça qu'on a appris. Nous, ce qu'il a fallu qu'on rajoute à ça pour être capable de faire une utilisation intéressante, parce que là, dans un espace à 32 dimensions, ça devient beaucoup plus difficile d'essayer de se promener là-dedans pour, on va dire, pour obtenir, pour essayer de comprendre qu'est-ce que chaque dimension peut modifier dans la reconstruction. On a rajouté une contrainte topologique qui est en fait un réseau de neurones à une couche. Et l'idée d'un réseau de neurones à une couche sans ce que j'ai présenté avant, qui est les fonctions non linéaires, eh bien, ça va forcer le réseau à essayer de linéariser l'espace latent. Donc, nous, tout ce qu'on essaie de prédire ici, c'est on a des informations qui sont spécifiques. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans, mais on est capable d'avoir certaines informations qu'on devrait être capable d'estimer à partir de l'image en entrée, qui sont, par exemple, on peut penser, comme ici, c'est une image IRM qui est un volume du cœur. Donc, on a des images qui sont plus vers le haut du cœur ou vers le bas. Donc, nous, ce qu'on essaie ici de venir à estimer, c'est est-ce que comme l'image provient d'où dans le cœur. Donc, c'est une information qu'on devrait être capable de reconstituer à partir d'une représentation compressée du cœur. Et le fait justement de forcer à la représenter dans une fonction linéaire, eh bien, ça vient à changer la topologie de l'espace latent. Bon, tout ça, ça peut avoir l'air bien abstrait si je le dis comme ça. Un exemple un peu plus visuel pour essayer de représenter ce que je veux dire, c'est ici, c'est un dataset connu qu'on appelle le Swiss Roll, qui représente où on a une distribution en fait en 2D de plans, mais on voit que cette distribution-là se situe dans un espace 3D et elle est un peu entourée sur elle-même. Donc, enroulée, pardon, sur elle-même. Donc, nous, ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'on a un espace à 32 dimensions, donc qui est beaucoup plus complexe. Il y a plein de possibilités dans plein de dimensions possibles que la distribution des données a des formes complexes et s'enroule sur elle-même de plein de façons. Et donc, le fait de linéariser ici, eh bien, ça force qu'on voyait, OK, on a la distribution qu'on devrait pouvoir représenter en 2D qui est dans un espace 3D. Le fait de linéariser, eh bien, on voit qu'on est capable de ressortir plus la distribution, une façon plus compacte de voir la distribution. Un autre aspect qui est intéressant et qui nous a été très utile pour nous par la suite, c'est que si on veut faire de l'interpolation entre les données, on peut s'imaginer que si on essaie des fois d'interpoler
entre différents points dans la distribution quand elle est dans un espace plus complexe, eh bien, on pourrait dire, OK, on va partir d'un point qui est bleu ici, et on va essayer de faire une interpolation linéaire vers un point qui est rouge. Eh bien, on va tomber en dehors de la distribution. Donc là, on n'a aucune idée, possiblement, de comment est-ce qu'un point qui se situerait dans cette zone-ci de l'espace devrait être reconstitué par le décodeur. Tandis que si on a vraiment une distribution de l'espace où on n'a pas on va dire de dimension inutilisée dans l'espace, eh bien là, on peut se promener, on peut interpoler en toutes sortes de points et on va toujours rester à l'intérieur de notre distribution. Et donc, suite à ça, nous, justement, avec un espace à 32 dimensions, c'est un espace on peut s'imaginer, il y a 2 à la 32 cadrans, donc c'est des milliards et des milliards de dimensions différentes. Donc, même à avoir une base de données qui avait quelques milliers d'images, eh bien, on avait un espace qui était très peu densément peuplé. Donc, nous, dans l'idée d'être capable d'avoir comme une belle représentation avec beaucoup de points différents qui représentent des anatomies cardiaques, il a fallu qu'on fasse une phase d'échantillonnage des données pour être capable de densifier un peu notre distribution de données. Et ça, on l'a fait avec un algorithme qui s'appelle la méthode du rejet, que je présente un peu. Donc, l'idée, là, ça va être un exemple simple en 2D pour bien visualiser. C'est qu'on peut s'imaginer, là, on voit qu'on a une distribution ici qui serait une distribution bimodale, un mélange de 2 gaussiennes. Et ça, c'est une distribution qui est difficile à échantillonner. On peut, pour faire le parallèle un peu, nous, dans notre espace à 32 dimensions, on peut s'imaginer que, justement, la distribution est assez complexe. Donc, c'est difficile. On n'a pas de manière d'échantillonner directement de cette distribution-là. Donc, l'idée de la méthode par rejet, c'est qu'on va prendre une distribution plus simple. Comme ici, on voit en vert qui serait une seule gaussienne, de laquelle donc là, on est capable d'échantillonner. Et là, je passe les détails de l'algorithme, mais il y a il y a des façons un peu d'échantillonner de la distribution et des critères pour rejeter ou accepter un échantillon qui est généré, de façon à ce qu'on vienne à approximer l'échantillonnage à partir de la distribution plus complexe qui nous intéressait. Et on peut voir le résultat à droite. On a vraiment systématiquement juste échantillonné de la gaussienne, de la simple gaussienne en vert, mais en utilisant justement des critères bien choisis pour est-ce qu'on accepte ou on rejette l'échantillon, eh bien, on voit que la distribution des données qu'on a échantillonnées ressemble vachement bien à la distribution qu'on essayait d'estimer. Donc, nous, suite à ça, eh bien, ça fait on obtient la distribution beaucoup plus densément peuplée qu'on voulait. Bon, là, ça peut avoir l'air absent un peu. Pourquoi est-ce qu'on voulait être capable de faire ça? Eh bien, là, il faut que je vous présente un peu la méthode le côté qui est plus au niveau du post-traitement qu'on a effectué pour que tout ça fasse du sens. Donc, nous, notre méthode de post-traitement commence simplement par effectuer une segmentation traditionnelle. Donc, les méthodes de segmentation par réseau de neurones, elles représenteraient tout ce qu'on voit un peu ici qui est en surbrillance, qui serait donc, les méthodes de segmentation traditionnelles s'arrêteraient là. On prend l'image en entrée, on applique une méthode de segmentation quelconque et on arrête là. Nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'OK, on rajoute une autre phase au réseau où ce qu'on fait, c'est qu'on prend la distribution qu'on a déterminée avec les critères que j'ai montrés, dont j'avais parlé plus haut un peu, les critères anatomiques. Donc, on détecte, OK, ici, il y a une erreur. Donc là, on décide, OK, on va effectuer le post-traitement sur le résultat de la segmentation. Ce qu'on fait, c'est qu'on le passe au niveau de notre encodeur du réseau pour obtenir sa représentation Z dans l'espace latent. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, on sait que Z représente un point qui est anatomiquement incorrect. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que là, on a une distribution de très dense de points. Dans notre cas, on a effectué, c'est comme on est rendu avec des millions de points dans notre espace latent, ce qui, selon nous, représente une bonne estimation
de la vraie distribution de formes cardiaques. Et donc, on va dire, OK, on va prendre la représentation compressée de la segmentation invalide et on essaye de la transformer dans l'espace latent, de l'interpoler vers son plus proche point, vers le point qui est le plus proche d'elle, mais qui fait partie de notre distribution et donc on sait qu'il est anatomiquement valide. Donc, justement, on fait cette interpolation-là jusqu'à ce qu'on... Et on essaie de temps à autre, ça vient un peu... Rendu là, c'est juste une recherche dichotomique pour essayer de trouver le point qui est le plus proche de notre vecteur Z original, mais qui est rendu anatomiquement correct. L'idée de ça, pourquoi on essaye de faire une interpolation plutôt que de dire on prend simplement un des points qu'on a, c'est pour essayer de modifier le moins possible la segmentation parce qu'on, comme je l'avais présenté plus haut, on sait que généralement, au niveau, les contours sont relativement bons dans des méthodes de segmentation automatique. Donc, on ne veut pas trop modifier l'image. On veut la modifier juste assez pour remplir, pour comme corriger les erreurs qui sont aberrantes, mais on ne veut pas toutes les ramener autour de ce qui serait comme considéré comme la représentation d'un cœur typique. On veut vraiment essayer de rester le plus proche possible de la segmentation originale. Et on voit que dans notre cas, dans le cas ici, eh bien, ça donne un résultat où on voit qu'on a un peu, on a rempli le trou ici, on a fini de... ici, on voyait qu'il manquait l'enveloppe, le myocarde. Le muscle du cœur n'était pas fermé, donc on voit que ça a fermé. Donc on voit que ça, justement, ça a, pour un sens, patché les trous là où c'était important, mais que ça n'a pas modifié trop la distribution, la morphologie du cœur dans le reste de l'image. Et donc, on peut voir justement le résultat dans d'autres cas. Ça, c'était le cas que j'avais en exemple. On peut voir même des cas où là, il y avait beaucoup d'erreurs, que c'est bien corrigé. Et même aussi des fois, là, des erreurs un peu plus subtiles ici, comme on voyait un genre... là, je sais que c'est peut-être petit un peu. Je vois que je ne suis pas capable de zoomer dans l'image. Mais ici, on voit qu'il y a comme une concavité dans l'image qui ne devrait pas être là. Donc, on voit qu'ici, la correction, c'est que ça n'affecte pas trop le reste du contour, mais ça vient juste boucher la cavité. Ici, on voit qu'il y avait la paroi du cœur qui s'avançait trop loin. On voit que ça l'a juste rétracté sans affecter le contour. Donc, on voit que ce qui est intéressant d'utiliser justement des réseaux de neurones qui ont une compréhension un peu au niveau du contenu de l'image, eh bien, c'est que justement, on est capable de corriger des zones de l'image sans affecter trop le reste. Bon, qu'est-ce qui sera des travaux intéressants par la suite? Eh bien, là, ce que j'ai présenté, c'est qu'on est juste capable on corrige, on va dire, image par image. On n'essaie pas de regarder attends, je vais essayer de reformuler ça. On corrige, on corrige image par image. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs grossières? Mais on n'essaie pas de faire de corrélation entre d'autres informations qui sont accessibles dans les données d'image médicale, comme dans le cas, de l'ultrason ici. Eh bien, un des avantages de l'ultrason, c'est qu'on est capable d'avoir une bonne résolution temporelle. Donc, les ultrasons, généralement, comment on les a, c'est sous forme de vidéos qui peuvent avoir plusieurs dizaines d'images à la seconde. Et dans les méthodes de traitement automatique, il y a encore des fois des problèmes au niveau de la cohérence de segmentation dans le temps. Donc, on aurait comme la segmentation à une frame et ressemble pas suffisamment à la frame suivante ou précédente. Donc, on va essayer un peu d'utiliser le même formalisme avec des auto-encodeurs et des contraintes dans l'espace latent pour essayer de venir à dire que, OK, d'utiliser l'information temporelle pour dire que deux images qui se suivent dans le temps, eh bien, devraient avoir des segmentations qui sont presque identiques au pixel près. Et un autre aspect qu'on va essayer d'amener qui
qui commence à être un peu plus populaire dans le domaine des auto-encodeurs, c'est d'essayer de mieux comprendre la signification sémantique de chaque dimension. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on a un espace latent à 32 dimensions, mais on ne sait pas, donc on fait des interpolations linéaires, on se déplace dans l'espace, mais on n'est pas vraiment capable d'expliquer qu'est-ce que chaque dimension, comme, OK, si j'essaie disons, de garder, de juste me déplacer le long d'une dimension, qu'est-ce que ça affecte, qu'est-ce que ça représenterait comme changement au niveau de l'image cardiaque qui est décodée. Donc, d'autres travaux qui seraient intéressants dans le domaine, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qu'une dimension peut représenter. Comme ici, un exemple, c'est qu'il y avait un auto-encodeur qui essaie d'encoder des formes comme entre cercles et ellipses quelconques. Donc, on pouvait voir que, OK, ça, comme ici, chaque rangée représente le déplacement dans une dimension dans l'espace latent. Donc, on voit qu'ils ont des caractéristiques qui sont très facilement interprétables. Comme la première rangée, on voit que c'est vraiment la grosseur du cercle qui est encodé. La deuxième représente, OK, est-ce que l'orientation de l'ellipse est plus horizontale ou verticale? La troisième, ça représente plus une orientation en oblique. Donc, nous, on va essayer d'arriver un peu de donner la même interprétabilité, mais là, plus par rapport à des interprétations cliniques. Comme j'ai mentionné l'aspect temporel, eh bien, ça serait intéressant de dire, OK, bien, si on peut avoir comme une image du cœur ici, et que là, le fait de se déplacer le long d'une dimension dans l'espace latent devrait juste représenter la transition à la frame suivante ou précédente dans l'image. Donc, c'est ça, d'être capable d'obtenir une meilleure interprétation utile pour les médecins de la représentation qu'on a appris. Donc, je pense que ça fait le tour de la présentation. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres questions? Merci beaucoup, Nathan. La présentation était très intéressante, bravo. On va prendre les questions maintenant pour Nathan. Donc, alors je vous rappelle simplement que la présentation est enregistrée, donc vous pouvez activer votre vidéo, votre micro pour poser les questions. Ou pas, vous pouvez ne pas activer votre vidéo aussi si vous préférez ne pas être vu. J'ai une question. Oui. C'est possible que tu n'aies pas la réponse, mais je sais que... je suis désolée. Je sais que pour la prédiction... il y a des personnes qui essayent de développer des outils pour aider aussi les médecins à mieux prédire, à mieux utiliser les médicaments. Et je sais que dans ce cadre-là, ils sont vraiment très réfractaires à l'utilisation d'outils informatiques. Est-ce que, pour le cadre de ton étude, il pourrait y avoir le même problème envers certains médecins ou au contraire, dans ce domaine-là, ils seraient très contents d'avoir de l'aide? Je pense qu'ils sont très contents parce que nous, honnêtement, c'est l'inspiration pour les méthodes qu'on développe, c'est vraiment qu'on a des collaborations, comme même pour les travaux futurs que j'ai mentionnés, l'idée de l'interprétabilité du temporel. Ça, c'est on collabore avec des médecins à Lyon, en France. Donc, je pense puis eux sont très enthousiastes. On leur a parlé un peu de nous, qu'est-ce qu'on voudrait essayer de développer. Ils sont très enthousiastes à l'idée d'avoir accès à ces outils-là. Donc, je peux pas, rendu là, j'ai peut-être pas assez d'expérience, je peux pas parler pour tous les médecins, mais je sais qu'il y en a définitivement qui sont très, très enthousiastes. Et l'idée quand même, je pense que pour ce que j'ai présenté aujourd'hui, l'idée de segmentation automatique, il y a déjà plusieurs suites d'outils automatiques qui, basés des fois sur des méthodes semi-automatiques ou des méthodes de réseau de neurones, qui sont vraiment développées par des compagnies qui sont intégrées directement dans comme les consoles d'IRM et des choses comme ça. Donc, je pense que ça, il y a déjà quand même un marché qui est développé de ce côté-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'ai une autre question en attendant que Oui. d'autres questions arrivent. Je vais revenir un peu à la méthode de rejet. Oui. Je n'ai pas très bien compris comment ça se fait que... donc, l'objectif, c'est de densifier l'espace des images anatomiquement valides, c'est bien ça? Oui.
mais c'est généré à partir de la distribution plus simple que l'on voit en vert. Ouais. Comment vous faites pour garantir que les images donc, qui vont être générées là, pour remplir l'espace sont anatomiquement valides? OK, merci de poser la question parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est qu'après, c'est qu'on vient à utiliser la méthode du rejet pour un peu densifier l'espace latent ici. Mais après, ce qu'on fait, c'est que chacun des points individuellement qu'on a générés, on fait comme une deuxième phase de rejet où on le passe à travers le décodeur et on obtient la vérité terrain. Et là, on passe les métriques qu'on avait codées, on l'évalue en fonction de nos métriques. Et s'il passe les métriques, ben là, on considère, OK, on garde le point dans la distribution. Sinon, ben, on enlève aussi le point. Donc, il y a deux phases. Il y a la phase de la méthode du rejet générique qui est un peu l'algorithme comme on peut le trouver dans les manuels de référence. Et il y a le rajout que nous, on a fait pour vraiment intégrer toute la phase de décodage et d'évaluation des métriques anatomiques pour garantir que ouais, là, on a une distribution densifiée, anatomiquement valide. D'accord. Et qui respecte toujours la distribution initiale. C'est ça. Parce que là, ça provient de la méthode du rejet. Donc, la méthode du rejet nous garantit le respect de la distribution et le volet de l'évaluation anatomique nous garantit le respect des critères de la validité anatomique. D'accord, très bien. Alors, deuxième question, c'est toujours par rapport à la méthode du rejet. Comment la distribution en vert, la distribution plus simple, est calculée? Ben ça, c'est généralement... attends, dans notre cas, j'essaie de me souvenir des détails exacts d'implémentation. Mais nous, la méthode en vert, bon, ça, c'est un autre détail que je n'ai pas mentionné, mais quand on regarde les auto-encodeurs variationnels, c'est qu'ils ont déjà eu un a priori sur la distribution vers laquelle on essaie d'encoder, qui est une gaussienne de moyenne 0 centrée à 1. Donc, nous, donc, comme on fournit déjà un peu un a priori sur la distribution des données dans l'espace, eh bien, on avait utilisé cet a priori-là comme, on va dire, c'est ce qu'on appelle la distribution proposée. Donc, on s'est dit, OK, si on essaie d'échantillonner de la distribution vers laquelle essaie de converger notre auto-encodeur, ben, on devrait avoir des bons résultats. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Merci. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathan? Non? Bon, alors Nathan, on va te remercier pour la présentation. De toute façon, la présentation va être enregistrée, donc vous aurez accès à la vidéo. Si vous avez des questions sur le projet ou sur le laboratoire, où Nathan fait son doctorat, vous pouvez le contacter par email ou par Teams. C'est vrai qu'aussi, ça me fait penser, peut-être avec l'enregistrement de la présentation, je ne sais pas s'il y aurait une possibilité de mettre le lien vers l'article qu'on a publié. Ça pourrait être aussi une façon pour dire, bon, ceux qui sont peut-être plus familiers un peu avec le sujet, qui voudraient plus de détails, eh bien, on peut aussi les pointer vers là directement. D'accord. Ben, tu peux le rajouter dans le fil de discussion. OK. Ben, je vais faire ça. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Et puis donc, on se reverra la semaine prochaine pour le prochain club informatique. Bon après-midi. Merci à vous. Bye.